Il est 19h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Tiemoko Diarasuba. À la une de ce grand journal, la décharge d'Akouédou n'est plus à même de résoudre la question du déversement des déchets solides et ménagers d'Abidjan. Le gouvernement va construire un centre de valorisation d'enfouissement technique qui sera livré au mois de juillet prochain. La pose de la première pierre de l'ouvrage a été faite ce lundi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Selon la dernière étude sur le programme d'enquête par grappe à indicateurs multiples auprès des ménages, la Côte d'Ivoire enregistre des avancées dans la résolution des difficultés d'épanouissement rencontrées par les femmes et les enfants. Le rapport de MICS 5 a été remis au ministère concerné et aux Nations Unies ce lundi. Un programme qui vise l'amélioration des conditions de vie des franges de la population touchée. En Guinée, les commerçants du grand marché sont inconsolables. Ce poumon économique de la capitale a été ravagé par un incendie. Un court-circuit serait à l'origine des flammes. Les commerçants demandent l'aide de l'État. Notre dossier de ce soir nous plonge dans l'univers de l'EVA-culture à Pricro pour parler du projet intégré de la culture d'EVA et celle du vivrier. Et puis, le scrutin pour les sénatoriales a lieu le samedi 24 mars prochain sur l'ensemble du territoire national. Mais avant, la campagne électorale s'est ouverte ce lundi. À suivre juste après cette édition, le journal des sénatoriales. Un journal pour faire le point de l'ambiance de la campagne sur le terrain avec les différents candidats grâce à nos reporters. Nous sommes le lundi 19 mars 2018. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Oui, la Côte d'Ivoire a réalisé des avancées dans l'amélioration des situations socio-économiques des femmes et des enfants. Les études sont constamment menées pour faire le point et proposer des stratégies pour continuer à prendre soin de ces deux franges de la population. Les résultats du 5e programme par grappe à indicateurs multiples auprès des ménages ont été présentés ce lundi pour parler des résultats, des indicateurs qui prennent en compte les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection des enfants et du VIH. Le rapport du MICS 5 a été remis au ministère concerné, nous dit Asta Sidibé. À l'instar de 140 pays à travers le monde, la Côte d'Ivoire a réalisé son 5e programme d'enquête par grappe à indicateurs multiples, MIC 5, auprès des ménages. Ce programme élaboré par l'UNICEF est conçu pour disposer d'indicateurs clés comparables au niveau international et pour évaluer la situation des enfants et des femmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection des enfants et du VIH-Sida. La MIC 5 est donc utilisée comme un outil de plaidoyer pour le suivi des progrès accomplis vers les objectifs nationaux tels que le PND 2012-2015 et le PND 2016-2020 ainsi que les engagements internationaux visant à promouvoir le bien-être des enfants et des femmes. La réalisation de cette enquête a été confiée à l'Institut national de la statistique. Son ministère étant le plus impliqué dans cette étude, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou Kofi, apprécie ces résultats. Nous avons de bonnes avancées et notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'au moins en 2020, ces indicateurs-là montrent qu'en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne l'éducation, la protection de l'enfant, la Côte d'Ivoire y a travaillé. Et lorsqu'on prend l'EDS 2011-2012 et qu'on prend le mix 2016 ou alors le prochain EDS, qu'effectivement des efforts ont été faits. L'enquête par grappe à indicateurs multiples de 2016 est à la 5e que la Côte d'Ivoire a réalisée, après celle de 1996, 2000, 2006 et 2011-2012. Commanditée par le gouvernement à travers le ministère du Plan et du Développement, la MIC 5 implique toutes les structures techniques par ministère sectoriel en charge de la santé, de l'éducation, de la famille, de la femme et de l'enfant, ainsi que les agences spécialisées du système des Nations Unies. Asta Sidibé, la ministre du Plan et du Développement, salue la réalisation de ce rapport. Pour Kabanyale, donc, il constitue un levier pour le gouvernement dans sa politique d'améliorer les conditions de vie des populations. Vous l'entendrez dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire aura bientôt son premier centre de valorisation d'enfouissement technique. En compagnie de la ministre Anne Ouloto, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé ce lundi à la pose de la première pierre, marquant officiellement le démarrage des travaux de construction de l'ouvrage en question. Le projet dédié à l'élimination écologique des déchets solides ménagers vise la structuration et la modernisation de la chaîne de collecte et de gestion des déchets du district d'Abidjan. Des précisions avec Abou Silla. Ce centre d'enfouissement technique CET sera construit à Kossuouin, au PK 45 dans la sous-préfecture de Songon. Il est prévu pour une capacité de stockage de 7 ans d'exploitation. Le CET, une première en Côte d'Ivoire, permettra d'éliminer les déchets dans des conditions respectueuses de l'environnement. Anne Désirée Ouloto. Plus qu'un système moderne de gestion des déchets, c'est un nouveau contrat social que le gouvernement propose aux populations ivoiriennes, particulièrement à celles d'Abidjan.
en matière de propreté et de gestion des déchets solides. Tout changera donc début juillet. Ces vieux camions délabrés, non couverts, qui abandonnent tout sur leur passage, céderont la place à des camions adaptés, neufs, qui balayeront nos rues, conditionneront et transporteront les déchets vers ce centre de transfert et non plus vers Akwedo. L'opérationnalisation de cette nouvelle organisation est prévue pour démarrer le 6 juillet 2018. Un délai qui semble court, pourtant tenable selon les opérateurs. Madame Kwadio Emilienne, directrice générale de Cleanboard. Nous avons tout le matériel, nous avons 40 containers au port pour tout ce qui concerne l'imperméabilisation du sol, la protection du sol, tous les intrants qui rentrent en ligne de compte tels que la géomembrane, la géotextile, et les drains, tout ce qui concerne la réalisation de ce centre, nous les avons déjà. Le centre d'enfouissement technique de Kosiouin prévoit entre autres un système pour récupérer et traiter le biogaz. Ce biogaz pourra être transformé en énergie électrique après une étude de sa composition 6 mois après la mise en exploitation du CET. La réalisation de cette infrastructure qui est une première en Côte d'Ivoire est l'expression de la volonté politique des autorités ivoiriennes à respecter les engagements de l'État dans le cadre des accords de Paris sur le climat et à réduire également les émissions de gaz à effet de serre et aussi offrir un cadre de vie sain aux populations. Les précisions du chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly. L'objectif du gouvernement est de passer du système de collecte et de transport traditionnel à un système plus moderne et mieux structuré de propreté qui intégrera tous les maillons de la filière. Le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin aidera le gouvernement à respecter ses engagements dans le cadre de la lutte contre le changement climatique relativement à la réduction des gaz à effet de serre. Il permettra par-dessus tout de résoudre l'épineuse question de la décharge d'Akwedo. Avec la qualité des groupements d'opérateurs retenus à la suite de l'appel d'offres international, le gouvernement s'est donné les moyens d'atteindre ses objectifs de développement et de bien-être pour ses populations. À ce titre, nous nous attendons à des prestations efficaces et de qualité qui permettront de résoudre les difficultés actuelles et ceci de manière durable. Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre ivoirien. Notre correspondant sur place là-bas, Sam Konan, nous apprend que l'aéroport de San Pedro est depuis ce matin opérationnel. Le ministre des Transports, Amadou Kouné, est allé ce matin visiter lui-même la piste d'atterrissage et les installations. Une visite donc qui marque du coup la fin officielle des travaux et le redémarrage du trafic aérien. Quand l'avion transportant la délégation du ministre Amadou Kouné a atterri sur le tarmac de l'aéroport de San Pedro, ce sont des acclamations, des poignées de main, des accolades entre autorités administratives et politiques de San Pedro, et même entre personnels de l'aéroport et d'Air Côte d'Ivoire. Et pour cause, cela fait plus de 6 mois qu'un avion n'avait pas atterri sur cette piste, pour des raisons de réhabilitation. Une fois descendu de l'avion, le ministre des Transports va effectuer un tour sur la piste. L'aéroport est fin prêt et fait remarquer le ministre Amadou Kouné à la fin de la visite. Donc ces travaux sont désormais achevés, les travaux lourds sont achevés. L'aéroport est prêt, la Sodexam a autorisé le démarrage des vols sur l'aéroport en attendant que nous fassions dans les jours à venir une cérémonie officielle d'inauguration de ce nouvel aéroport en réalité. Et Côte d'Ivoire, pour sa part, annonce la reprise de ses vols dès le 23 mars 2018. Sam Kouna, San Pedro et Radio Côte d'Ivoire. La campagne électorale pour les élections sénatoriales a démarré aujourd'hui lundi. Pendant 4 jours, les candidats auront à convaincre les électeurs qui sont entre autres les députés, les conseillers municipaux et régionaux. Rendons-nous tout de suite à Daloa pour faire le point de cette journée avec notre envoyé spécial Denise de la Fafiette. À Daloa, cette journée du lundi est restée sobre. Ce chef-lieu de région a donc une seule liste, celle du RHDP. Les 2 candidats ont donc remis à ce mardi le lancement officiel de leur campagne électorale. Mais au niveau de la commission électorale indépendante locale, tout a été mis en place pour le démarrage effectif de cette campagne. Les précisions de Doumbia Issouf, président de la CEI du Haut-Sassandra. D'abord, on a tenu à informer les acteurs de ce processus de démarrage officiel de la campagne qui a effectivement débuté et qui va s'achever le jeudi à partir de minuit. Daloa enregistre une seule liste et l'on se pose la question de savoir pourquoi faire campagne. On fait campagne quand même puisqu'il y a un processus, c'est une succession d'étapes.
même si c'est une candidature unique, il faut que les principes électoraux soient respectés. D'abord un dépôt de liste, ensuite une validation de cette liste-là, en premier lieu par la CEI, ensuite par la Cour suprême, une période de campagne électorale, une période même de contentieux. La liste des électeurs a été affichée bien avant l'ouverture des campagnes, ça ouvrait ainsi le contentieux électoral. Donc tout électeur inscrit sur cette liste pouvait demander la radiation ou l'inscription d'une autre personne sur la liste qui servirait de base. Précisons que 4 départements sont concernés par cette élection du 24 mars à Daloa, où sont convoqués 288 électeurs. Denise de la Fachiette, Daloa, Radio Côte d'Ivoire. J'ajoute qu'à suivre juste après cette édition, le journal des sénatoriales. Le journal des sénatoriales, c'est le résumé de cette première journée de campagne et ce sera ainsi jusqu'à la fin, bien sûr, de cette campagne pour les sénatoriales. Un nouveau président à la tête du leader Liberté et démocratie pour la République, il s'appelle Lassina Karamoko. Il a été porté à la tête de ce parti samedi dernier lors du premier congrès extraordinaire du parti tenu ici même à la Caisse Tabo Plateau. Il remplace Mamadou Koulibaly qui a, selon le président d'organisation du congrès, a refusé de remplir pour un troisième mandat comme le stipulent les tests. Écoutez Samba Michel, c'est le président du comité d'organisation de ce congrès extraordinaire. Ce premier congrès extraordinaire de leader a été sanctionné par Renouveau à la tête du parti avec M. Lassina Karamoko comme nouveau président de leader. M. Koulibaly Mamadou, c'est un professeur de qualité. Mamadou Koulibaly a toujours été un bon animateur politique, mais par la suite, je crois qu'il ne nous a pas donné vraiment satisfaction au leader. Au niveau du parti politique, il y a eu trop de dysfonctionnement. Tous les objectifs qui ont été fixés n'ont pas été respectés, puisque les statuts règlement intérieur nous demandaient seulement 2 mandats au président, c'est-à-dire un mandat renouvelable une seule fois. Mamadou Koulibaly est arrivé au bout, effectivement, de ce mandat. Et sans surprise, comme c'était un légaliste, il a décidé de ne pas être candidat. Il s'est demandé d'aller aux élections et d'avoir un nouveau président. Samba Michel, le président du comité d'organisation du premier congrès extraordinaire du parti politique leader, Mamadou Koulibaly, n'a pas pris part à ce congrès. Pour Samba Michel, leader reste toujours dans l'opposition avec une certaine ouverture. Les assises de la 13e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se sont achevées dimanche par un culte de clôture doublé de la consécration des 10 nouveaux pasteurs. Au terme de ce conclave qui s'est tenu autour des thèmes Église et sécurité alimentaire, le bishop Benjamin Boni exhorte les Ivoiriens et les Ivoiriennes à agir ensemble pour une véritable renaissance du pays. À l'issue des assises de la 13e conférence annuelle, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire lance un appel pressant et solennel à la nation. Encourage à persévérer inlassablement dans l'édification d'une nation unie, forte et indivisible. En tant que communauté religieuse, nous devons sans exception contribuer à l'apaisement de la tension sociale. Aujourd'hui comme hier, notre rôle est déterminant pour que la société ivoirienne se retrouve et retrouve ce qui faisait sa fierté, la paix. Pour sa part, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a choisi de mener des réflexions en vue d'apporter son humble contribution dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Le bishop Benjamin Boni, premier responsable de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui précise par ailleurs que la jeunesse, il lance un appel à la jeunesse de saisir les opportunités de travail offertes. Le dossier du jour. On y arrive. Le projet intégré des véhicultures et de production vivrière se poursuit dans la sous-préfecture de Famiécro, et ce, malgré les difficultés constatées en début du projet du fait de la réticence d'une partie de la population de cette localité impactée. Une réticence qui a occasionné de nombreux dégâts matériels et même des pertes en vie humaine. 5 ans après son démarrage, quel est l'état d'avancement du projet dans le département de Pricro? Quel est même son impact sur le bien-être des populations? Le reportage de Honoré Niaré. Des visites guidées nous conduisent dans des champs industriels qui s'étendent à perte de vue, contrairement au site de pépinières communautaires qui peinent à se réaliser à Famiécro. Adama Yaoudrissa, l'un des bénéficiaires du projet, pose ici le problème crucial d'alimentation en eau. Moi personnellement, j'ai une pépinière qui peut faire bien 2, 3, 4 hectares, mais je n'ai pas pu encore planter parce que lorsque nous devions aller replanter nos plants, nous sommes déjà à l'orée de la saison sèche et ça dure pratiquement près de 5 mois, 6 mois. C'est dur. Propriétaire d'une plantation villageoise,
Amara Kwame Fulbert explique lui comment il est venu à bout du problème de pluviométrie. Le soleil, vraiment, ça nous a fatigué beaucoup. Moi, j'ai arrosé pour moi là-même, je prends l'eau, il y a une barrage à côté là, je viens, j'arrose un peu. On nous a pris faire pépinière, chercher, ça a reçu. Face à cette situation qui entrave l'avancée du projet intégré des véhicultures, Bayala Jacques, directeur général de la compagnie des véhicules de Pricro, évoque des solutions palliatives en cours afin d'accroître le nombre de plantations villageoises. L'EVA est une plante agroforestière, donc elle a la capacité de générer un microclimat dans la zone favorable aux cultures en général. Ensuite, nous proposons des cultures qui soient rustiques. L'anacarde, le macadamia, c'est des alternatives qui sont adaptées à des zones semi-arides. Donc nous espérons qu'avec toutes ces alternatives que nous mettons en place, à terme du projet, la zone sera hautement bénéficiaire. Un espoir partagé par des populations des villages impactés par ce projet. Bombo Kwaku Diali, chef du village de Famille Koro. Quitté à Kofi Amokoro jusqu'à ici, ça fait à peu près 50 km, il n'y avait pas de route. Aujourd'hui, la route est là. Grâce à ce projet, nous buvons l'eau comme à Abidjan. Au début, les gens n'ont pas compris. Ouattara Kwaku Bema Sitafa de Kofeso. Beaucoup ont eu du travail. Vraiment, c'est bon. Nous sommes contents. Au regard de la concrétisation de ce projet intégré des véhicultures qui a suscité de vives tensions dans le département, Kwame Yao Innocent, sous-préfet de Famiengro, invite alors les villages impactés par ce projet à l'union pour le développement de toute la région de l'Ifou. Aujourd'hui, les choses avancent bien et pour la paix, que tout soit uni. Parce que le projet, c'est pour tout le département de Pricro et au-delà, Mbayakro, Daokro. Que chacun de nous prenne le projet à bras le corps pour que nous arrivions à des résultats meilleurs. Espérons que cet appel sera effectivement entendu afin que 5 ans après le démarrage de ce projet, à fort impact sur la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire, soit une réalité dans le département de Pricro, un département enclavé. Honorine Niaré, de retour de Pricro pour Radio Côte d'Ivoire. Actualité hors des frontières ivoiriennes, en Guinée, un incendie a ravagé une partie du grand marché de Madina, c'est dans le centre de la capitale Conakry. Véritable poumon économique de cette capitale, les dégâts matériels sont considérables. En tout, ce sont 1500 mètres carrés touchés par le sinistre, probablement plus d'un millier de commerçants impactés, 352 conteneurs détruits, 62 tables de vente et 24 ateliers de couture réduits en cendres. Un coup dur en cette période où les troubles sociopolitiques ralentissent déjà l'activité économique sur place là-bas. Par chance, il n'y a pas eu de victimes car l'incendie s'est déclaré vers 23h en pleine nuit lorsque le marché était déjà vide. On ne connaît pas encore la cause de ce drame, mais plusieurs sources parlent d'un court-circuit dans un atelier de couture. Les commerçants demandent l'aide de l'État guinéen. Ce n'est pas le premier incendie à se déclarer dans le plus grand marché de Conakry, dont les ruelles restent étroites, sans voie d'accès pour les véhicules, n'ont pas facilité la tâche des pompiers, rapportent nos confrères de RFI. Le rideau est tombé ce week-end sur le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Cette 10e édition du Massa a connu plusieurs innovations, dont l'ouverture faite aux diasporas et à la caravane qui a sillonné certaines villes de l'intérieur, notamment Bondoukou, Yamoussoukro et Korogo. Comment les collectivités locales pourraient s'engager auprès de la direction du Massa pour donner plus de popularité et de rayonnement à ce marché culturel de dimension internationale? Dama Bakayoko vous donne la parole demain mardi sous le coup de 6h30 au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire n'est seulement et donc tout attaché. C'est fini pour la première partie de ce grand journal. La seconde étant réservée donc au journal sénatorial, mais avant d'y arriver, retenez pour l'essentiel que la décharge d'Akouedo n'est plus à même de résoudre la question du déversement des déchets solides et ménagers d'Abidjan. Le gouvernement va construire un centre de valorisation d'enfouissement technique qui sera livré au mois de juillet prochain. La pose de la première pierre de l'ouvrage a été faite ce lundi par le Premier ministre. Selon la dernière étude sur le programme d'enquête par grappe à indicateurs multiples auprès des ménages, la Côte d'Ivoire enregistre des avancées dans la résolution des difficultés d'épanouissement rencontrées par les femmes et les enfants. Le rapport de MICS 5 a été remis au ministère concerné et aux Nations Unies. Un programme qui vise l'amélioration des conditions de vie des franges de la population touchée. En Guinée, les commerçants du grand marché sont inconsolables. Ce poumon économique de la capitale a été ravagé par un incendie. Un court-circuit serait à l'origine des flammes. Les commerçants demandent l'aide de l'État. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Merci à Kolo Koulibaly et Famille André qui m'ont aidé à préparer et à vous le présenter.
L'info sera de retour à 21h et 22h avec 2 bulletins présentés par Sorosita. N'oubliez pas également, demain, tout au long de la journée, vous aurez de l'info et du sport. Je vous propose de suivre à présent le journal des sénatoriales présenté par Asta Sidibé. Excellente soirée à tous et à toutes et à demain. Le journal des sénatoriales. Bonsoir à tous et bienvenue à ce premier journal des sénatoriales. Commençons par Abidjan où une seule liste est enregistrée. Ndoye Yapi Raymond et sa colistière Koulibaly Maman Ouattara sont les représentants de la coalition politique RHDP. Régis Kofi. C'est un Ndoye Raymond confiant que nous avons rencontré à son domicile à Koumassi. Le maire de la commune dit avoir été désigné par les premiers magistrats issus de sa chapelle politique, le PDCI-RDA, puis la coalition de partis politiques, le RHDP. Le maire de Koumassi va entamer une série de rencontres à partir de ce mardi pour présenter son programme aux élus locaux. Un programme basé sur le développement des localités. Ndoye Raymond. Il y a eu les états généraux de la décentralisation dont les résolutions n'ont jamais été appliquées. Il y a les transferts de compétences qui n'ont jamais été effectifs. Il y a la question même du statut des élus locaux. Il y a tout un tas de dossiers qui sont restés en suspens dont nous allons nous saisir pour essayer d'obtenir des aboutissements heureux au profit non seulement des agents municipaux mais des élus locaux et aussi des populations. Parce que si le transfert de compétences est effectif, les maires seront beaucoup plus efficaces dans les actions de proximité. Parce que le gouvernement a beaucoup de choses à faire, mais pour le développement de proximité, si les transferts de compétences sont effectifs, je pense que la Côte d'Ivoire avancera beaucoup plus vite. Quand on me dit qu'en Guinée, il y a 350 communes, qu'ici nous sommes à 197, la machine est bloquée quelque part. Il faut lutter pour qu'elle se débloque et que cette chance de développer les localités les plus lointaines puisse être effective en Côte d'Ivoire. Et pour que son programme de campagne devienne une réalité, le maire de Koumassi compte sur les élus locaux du district d'Abidjan. Ce mardi, il lance officiellement sa campagne à la mairie de Yopougon. Il se rendra ensuite à Port-Boué pour échanger avec les conseillers municipaux, mais avant, il sera au district d'Abidjan. La campagne pour les sénatoriales a débuté ce lundi sur l'ensemble du territoire, dont la région de l'Agné-Bichiassa. 4 listes s'affrontent. Une du RHDP et les 3 autres sont des indépendants. Tous veulent le développement de leur région. Diakité Ibrahim. Sochi Akembo et Maître Yapobi Jean Désiré de la liste Rassemblement et Paix du RHDP veulent prolonger l'action du gouvernement dans sa politique de développement. Ce sont les raisons de leur candidature. Sochi Akembo. C'est la volonté donc du président de faire en sorte que le développement prôné par le gouvernement puisse effectivement s'effectuer sur le terrain. Et c'est donc cet aspect-là véritable de développement des collectivités territoriales qui nous ont poussés à nous présenter. Pour le développement de leur région, leur priorité c'est l'homme. Ils pensent avoir convaincu les grands électeurs. Donc tout ce qui tourne autour de l'homme, son développement au plan de vue intellectuel, social, culturel, font partie de nos priorités puisqu'il s'agit de développement. Puisque c'est l'homme qui fait le développement, nous allons axer nos priorités dans ce sens. On ne se juge pas. Ce sont les grands électeurs qui vont juger. Et donc, je pense qu'on leur a parlé. Et le contact a été véritablement assez fluide. Quant à la liste Union Responsabilité et Développement, conduite par les indépendants Ekissi Béou et Amo Ekissi Hyacinthe, le gouvernement ne peut tout faire. Il faut donc trouver des partenaires pour leur région. L'Agné-Bichiassa a besoin d'avoir des partenariats avec l'extérieur. Parce qu'eux, au moins, ils ont un peu les moyens pour compléter ce que l'État n'a pas pu faire. Et c'est avec le Sénat qu'on peut regarder un peu dans les régions quels sont les domaines qui sont un peu oubliés et aider à équilibrer un peu le développement dans la région. Si Ekissi Béou et Amon Ekissi Hyacinthe disent avoir été compris par les grands électeurs, pour le développement de l'Agné-Bichiassa, il y a des priorités et non des moindres. C'est d'abord les axes routiers. Il faudrait qu'on y mette un accent particulier. Deuxièmement, il y a les centres médicaux qui ne sont pas en nombre suffisant. Et puis également les écoles. Il faut mettre un accent pour équilibrer un peu le développement. Ce sont les arguments que nous développons qui puissent faire adhérer notre ambition à ces grands électeurs. Et je pense que ça va bien aller et les choses se passent bien. La liste de prospérité et développement est conduite par Apata Apata Marc et Indri Constantin Joseph. Pour apporter le développement de la région, pas besoin de couleur politique. Apata Apata Marc. Mes motivations sont très simples. Le développement local n'a pas de couleur politique, n'a pas de couleur ethnique. Le développement local, c'est une question de volonté. Mes aînés ont voulu que
pour ces élections-là, un jeune puisse porter le flambeau de la région de la Niébi-Tiassa, la défense des collectivités territoriales qui doivent apporter le développement local, doit se faire à travers un jeune très dynamique. S'ils sont élus, leur priorité sera axée sur 3 points. Apata Marc. La priorité aujourd'hui, c'est permettre aux élèves de la ville d'étudier dans des conditions adéquates. C'est l'accès à l'eau potable pour nos parents qui sont dans des contrées très reculées. Pour nous, c'est de permettre à ce que le déploiement des vivriers que produisent nos parents puisse arriver dans les grandes villes, dans des conditions normales. Nous sommes bien sûr jeunes, mais nous sommes connus par tous les grands électeurs. Et sur les 4 listes de la région, 2 devront la représenter au Sénat. Dans le district autonome de Yamoussoukro, 2 listes s'affrontent pour briguer le poste de sénateur dans la capitale politique ivoirienne. Il s'agit de la liste RHDP conduite par Kwaku Kwadwo Nyanagberejean et la liste Union Paix et Développement et Amour conduite par Kwame Luku-Léon. Pour ce premier jour de campagne, notre reporter a fait un tour dans les différents QG pour s'enquérir du programme des candidats. Seydou Koulibaly. C'est un premier jour de campagne relativement calme que nous avons observé dans le district autonome de Yamoussoukro entre les 2 têtes de liste, à savoir la liste RHDP et la liste indépendante. C'est fort de son expérience acquise en tant que premier magistrat de la commune que Kwaku Kwadwo Nyanagberejean entend compter sur ses électeurs pour être élu sénateur ici à Yamoussoukro. Après avoir géré la commune de Yamoussoukro pendant plus de 15 ans, j'ai acquis une expérience et une compétence aussi, puisque le toilettage de certains tests, de certains articles du transfert de la capitale, j'y ai participé. Donc j'ai acquis une certaine expérience et que je peux mettre au profit de la création de cette nouvelle institution. Nous avons été d'accord pour être ensemble pour le conseil municipal. Nous avons réalisé beaucoup de choses. Nous avons parlé effectivement du transfert de la capitale et certains sujets sont encore en train de discuter. Le cadre du Sénat est un bon cadre pour continuer cette discussion. Je vais le revoir pour en parler, mais vraiment dans la paix et dans le respect des uns et des autres. Le cadre, disons, du Sénat est un bon cadre pour nous pour continuer notre discussion. La campagne, ça sera des rencontres, ça sera donc des sujets. Pourquoi on est candidat? Quel intérêt avons-nous à défendre au sein du Sénat. Quant au candidat indépendant de la liste Union Paix, Développement et Amour, lui, une fois élu, souhaite créer une parfaite cohésion sociale entre les autorités et les cadres de la région. Kwame Luku-Léon. Depuis longtemps, j'ai constaté qu'il n'y a pas d'entente entre nos autorités politiques et administratives. Ma candidature, c'est surtout cela qui a motivé ma candidature. Il faut d'abord l'union, parce que sans l'union, sans l'attente, on ne peut rien faire à Yamoussoukro. Nous voyons qu'il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est l'avènement du Sénat va me permettre de mettre la petite expérience que j'ai en matière de collectivité territoriale à la disposition d'abord de ma région et de la nation tout entière. Parce qu'il s'agit d'une chambre du Parlement. On aura à prendre des lois, on aura à créer des lois. Et en matière de collectivité territoriale, il y a vraiment des tests à prendre pour soutenir la politique de développement que le président Alassane Ouattara s'est engagé à faire pour tout le pays. Donc on a beaucoup de tests à prendre. Dans la région de Gbeke, 2 listes s'affrontent, une RHDP et une indépendante. Celle tenue par les indépendants est allée ce lundi, jour d'ouverture de la campagne sénatoriale, à l'assaut des voix des électeurs de Bodokro. Kokotré Ablakwaku Alain, ancien ministre de la République de Côte d'Ivoire, et Koumoué Kona René, actuel maire de Diabo, sont les 2 candidats indépendants qui défient dans le Gbeke la liste RHDP à l'élection des sénateurs du 24 mars prochain. Les 2 prétendants au poste de sénateur ont choisi la commune de Bodokro pour débuter leur campagne. Ils attendent rallier à leur cause les 25 conseillers municipaux qui composent le collège électoral de la dite commune. La liste Union Développement Action ambitionne une fois au Sénat de remettre au goût du jour les textes trop désuets des collectivités territoriales décentralisées. Kokotré Ablakwaku Alain. Nous avons constaté que les collectivités territoriales décentralisées sont régies par des textes qui datent déjà de plusieurs dizaines d'années. Ces textes sont manifestement dépassés. Et nous pensons qu'il faut moderniser ces textes pour coller à la réalité quotidienne des collectivités territoriales décentralisées. Nous avons des idées claires là-dessus et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes portés candidats, mon colistier et moi-même, lui qui est maire et moi qui ai l'expérience gouvernementale. Nous avons décidé de nous mettre ensemble pour aider à l'amélioration des conditions de travail des collectivités territoriales décentralisées. La région de Gbeke, c'est 310 votants issus de 8 communes
et d'un conseil régional. À Korogo, une seule liste a été retenue, celle du RHDP. Retrouvons Siekwasi. 2 temps forts ont marqué la cérémonie de lancement de cette campagne sénatoriale à Korogo. La première, la présentation des 2 candidats qui forment la liste RHDP du Poro, Silieu Kagnon du PDCI et Koulibaly Yaya du RDR. Second temps fort, l'exposé sur le rôle que ces 2 sénateurs, s'ils sont élus, seront appelés à jouer à côté de leurs camarades de l'Assemblée nationale. Pour bien faire les choses, la direction de campagne de ces 2 électeurs a libéré la parole afin de permettre à tous les participants de poser des questions sur cette élection qui se déroule pour la première fois dans la région du Poro. L'honorable Silieu Kagnon, au nom de la liste, au sortir de cette cérémonie de lancement. Le Sénat est un socle de développement démocratique et le Sénat apporte la contribution vers une paix véritable. Nous croyons fermement que le processus démocratique est en marche véritablement. C'est l'esprit démocratique qu'il faudrait surtout regarder et la cohésion dans ce pays. Je salue l'avènement du Sénat en Côte d'Ivoire. Le président Oufou y avait pensé, le président Henri Konan Bédié l'avait préconisé, mais le docteur Alassane Ouattara l'a concrétisé. Donc c'est dire que c'est un rêve qui se réalise à pas de géant. L'objectif que nous visons aujourd'hui, c'est que le Nord soit cohérent, que le Nord soit uni et que nous parlions le même discours, de sorte que tout ce que nous allons entreprendre pour le développement de cette grande région du Poro aboutisse. Parce qu'il s'agit de la paix. Et la paix est si chère à la Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas la brader. Notons qu'une seule liste a été retenue dans le Poro, celle du RHDP comprenant Silieu Kagnon du PDCI et Koulibaly Yaya du RDR. Une seule liste également s'affiche pour les élections sénatoriales dans la région du Ourodougou. Il s'agit de la liste du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Les candidats de cette formation politique sont à l'assaut des électeurs pour obtenir les 100% des suffrages. L'amélioration des conditions de vie des populations est mise en avant. Alassane Koulibaly. La liste du RHDP, la seule dans la région du Ourodougou, est intitulée Rassemblement et paix. Sur cette liste s'alignent Yaya Meïté, le maire de la commune de Kani, et le député suppléant à l'Assemblée nationale, Bakayoko Vaflali, avec pour slogan de campagne œuvrer à l'amélioration de la qualité de vie de nos collectivités, d'où des populations de la région du Ourodougou. La liste RHDP compte travailler pour le bien-être des populations. Bakayoko Vaflali. Nous allons travailler aux côtés des collectivités en vue d'améliorer leurs conditions de vie parce que tout le monde est pour le bien-être des populations. Il faut se concentrer sur le social, il faut se concentrer sur l'éducation, il faut se concentrer sur la formation de nos jeunes en vue de leur promettre un futur agréable. Parce qu'il faut que chacun trouve une place au soleil dans sa famille. Si chacun peut apporter un plus à sa famille, je crois qu'il serait heureux. Mais aussi, ce qui milite en faveur de notre candidature, c'est qu'on a été député. Je pense qu'on a une riche expérience parlementaire et notre disponibilité sans faille républicaine peut militer en cette faveur. 239 électeurs sont attendus aux urnes le samedi 24 mars prochain avec un seul bureau de vote et c'est l'école primaire Château de Séguéla qui servira de lieu de vote. Terminons dans Landenier Djoablan. Ce sont 2 candidats RHDP qui partent à l'assaut des grands électeurs. Ils étaient face aux adjoints au maire et les conseillers municipaux à Bangourou. Richard Dibi Abounois. Ce sont 165 grands électeurs dans tout Landenier Djoablan qui vont se prononcer le samedi 24 mars prochain sur les candidatures de leurs 2 prétendants au poste de sénateur. Le maire d'Abengourou, tête de liste candidat PDCI et son colistier Ablaï Tano, deuxième vice-président du conseil régional de Landenier Djoablan, candidat RDR. Sur les prérogatives du Sénat, le candidat Patrice Amakon Kwaku Banga se veut précis. Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Cette institution nous donne l'opportunité de travailler et d'engager les débats pour que la décentralisation dans laquelle nous sommes engagés permette le développement de notre pays. Ce lundi matin, les 2 candidats étaient face à une frange de leurs électeurs. Il s'agit des adjoints au maire et des conseillers municipaux. Apparemment, les enjeux sont énormes. L'enjeu majeur, c'est de nous donner une légitimité forte par la participation des grands électeurs que sont les députés, les conseillers régionaux et les conseillers municipaux. Leur participation forte à 100% va nous permettre d'avoir une légitimité forte
pour que nous puissions défendre les intérêts de ces grandes collectivités de notre région au Sénat. Après Abengourou, le périple continue à Niablé, la cité des lauréats à la frontière ghanéenne, pour d'autres défis liés à ces élections sénatoriales. C'est terminé pour ce premier journal des sénatoriales. Bonne suite de programmes sur Radio Côte d'Ivoire. C'était le journal présenté par Tiemoko Diarasuba.